ce week-end. Est-ce que cette loi, ça change beaucoup de choses? Je vous propose d'écouter deux sons de cloche assez différents. D'abord, le point de vue de Rachida Dati, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, ce matin sur France Info. Il n'y a rien sur l'accueil, rien. Donc c'est quand même aussi tout l'enjeu de la maîtrise des flux migratoires. L'accueil, y compris d'immigrés éligibles au statut d'asile. Rien sur l'accueil. Sur les expulsions, qui est tout l'enjeu de la maîtrise des flux migratoires. Rien, puisque effectivement on passe de 45 jours à 90 jours pour les délais de rétention. Donc finalement, une loi dans laquelle il n'y a pas grand-chose, dit Rachida Dati. Maintenant, on va écouter quelqu'un d'autre, d'un peu moins connu, mais intéressant aussi. C'est Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément, il est député de la Vienne et c'est le député de La République En Marche, le seul, qui a voté contre cette loi, alors que 14 de ses collègues s'abstenaient. Il y a 3 jours, il était sur France Info et il justifiait à l'avance de ce qu'allait être son vote. Ma volonté de voter contre est solide. Argumenté sur un certain nombre de points qui ne sont pas négociables selon moi. Un, il heurte mes convictions, il va à l'encontre de mes principes moraux, éthiques et des valeurs que je me fais de l'homme. Et moi je dis, si je dois dire, comme tout le monde, par rapport à un sujet dans lequel je suis totalement opposé, je crois que je me suis trompé. Bruno Jean-Marc, finalement, est-ce qu'elle change vraiment la donne en matière d'immigration, cette loi? Beaucoup disent que, par exemple, elle ne traite pas le sujet de l'immigration légale, qui est quand même l'essentiel des entrées à côté des demandes d'asile. Non, mais elle était quand même à l'origine, justement, centrée sur la question de l'asile, à la fois pour des raisons de contexte, des vagues qui ont existé de demandes d'asile récentes suite aux événements internationaux. Et elle s'est beaucoup concentrée là-dessus et sur la question normalement, de l'amélioration des procédures, le raccourcissement des procédures, pour aussi être en mesure de faire appliquer les décisions, soit d'accueil, soit de renvoi des personnes dont on refuse le statut de réfugié. Donc je pense que ce n'était pas une loi sur l'immigration, comme on a pu en voir au cours des dernières années. Mais je crois que c'était... mais c'était pas le cœur du texte. Alors, ce qui est intéressant politiquement pour la majorité, c'est que le fait qu'il y ait une opposition à sa droite et à sa gauche donne le sentiment, ou en tout cas peut donner le sentiment qu'ils ont trouvé une position équilibrée. Il reste que, à mon avis, c'est un peu plus complexe que ça, mais ce qui est en tout cas, je dirais quand même à noter, c'est qu'il y avait un vrai risque de fracture pour une partie de la majorité. On sait que quand on rentre sur ces sujets-là, c'est plus complexe que sur les sujets socio-économiques sur lesquels il y a beaucoup plus d'homogénéité dans la majorité présidentielle. Sur les questions plus sociétales, il y a plus de diversité, de divergence. Et finalement, on n'a pas de création effectivement d'un groupe de frondeurs. On a un député qui vote contre, 14 qui s'abstiennent. Donc les dégâts de ce point de vue-là sont limités. Judith Weintraub, la question c'est, est-ce que cette loi change vraiment quelque chose dans l'immigration, en tout cas pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'accueil ou les expulsions si ces demandes sont injustifiées? Pour les expulsions, sans doute non, parce que le principal obstacle, une fois que quelqu'un est débouté du droit d'asile, c'est de le reconduire dans son pays. Or, vous ne pouvez pas le faire si le pays en question n'est pas d'accord. Et c'est la grande majorité des cas. Donc le problème principal n'est pas évoqué. C'est d'ailleurs assez normal parce qu'il ne dépend pas d'un texte de loi française, il dépend de nos relations bilatérales avec les pays dont les demandeurs d'asile sont ressortissants. Après, il y a quand même des éléments inquiétants du point de vue de la reprise en main de la maîtrise de l'immigration qui sont, par exemple, l'extension du regroupement familial à la fratrie. Ça, on ne sait absolument pas ce que ça peut donner, sinon une augmentation par définition, puisque vous étendez un droit. Ce qui fait hurler la gauche et ce député En Marche qui a claqué la porte de La République En Marche, non seulement il a voté contre, mais en plus il a claqué la porte du groupe, il a quitté le groupe. C'est par exemple quand on dépose un recours, on peut être expulsé si on est expulsable, si le pays l'accueille, avant que le recours soit examiné. Ça, c'était une proposition de Bruno Le Maire quand il était candidat à l'investiture chez les Républicains, qui paraissait même trop dur à la plupart de ses concurrents. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le reste, tout est une question de moyens. On raccourcit les délais, il reste
assez supérieure à ceux pratiqués en Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui est connue pour sa politique de générosité vis-à-vis des migrants, même si Angela Merkel a pas mal révisé son jugement depuis la montée et la poussée électorale d'Alternative für Deutschland. Donc, est-ce que des moyens sont mis pour que, effectivement, pendant ces délais raccourcis, les dossiers puissent être tout de même traités? Ça, on le saura à l'usage. Pour l'instant, les fonds n'ont pas été augmentés. Il n'y a pas de moyens supplémentaires de façon spectaculaire qui aillent avec ce raccourcissement de délai. Donc, on peut s'interroger également. Alors, les internautes du Figaro, eux, sont relativement dubitatifs, si on en croit la question qui a été posée hier sur le Figaro.fr. Pensez-vous que la loi Asile et Immigration permettra de mieux faire face aux problèmes liés à l'afflux de réfugiés 83% répondent oui. Est-ce qu'on est sûr que c'est ces proportions-là? Moi, je ne sais pas. À mon avis, les chiffres demandent à être... C'était 83% de non. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est 83% de non. Sur les 37 800 votants, on rappelle que ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat. Arnaud Champremier-Trigano, est-ce que vous participez, est-ce que vous approuvez plutôt ces doutes des internautes du Figaro sur l'utilité de cette loi, ou en tout cas sur son efficacité? Évidemment, on vote en moyenne 2 lois sur l'immigration à chaque mandature, depuis pratiquement 20 ans. On voit bien que ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on passe notre temps tous les 2 ans et demi en moyenne. Si vous voulez. De 2-3 ans, on vote une loi plus dure. On n'a pas le temps du tout de voir l'effet, parce qu'en 2 ans et demi, on ne voit pas l'effet d'une loi qui a été mise en place, que déjà, on en vote une qui se durcit. Voilà. Le problème, alors celle-ci quand même pose certains problèmes, d'avoir une période de rétention de 90 jours, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas en capacité, que les structures d'accueil ne sont pas du tout en capacité de faire vivre des gens pendant 3 mois. Le fait d'incarcérer des familles complètes avec les enfants pose aussi un problème. Enfin, on a quand même, au niveau du durcissement, on va assez loin. Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est l'émigration. C'est-à-dire que c'est pas on dit on va bloquer les gens qui viennent, mais les gens, ils viennent forcément si on ne règle pas à la source les problèmes. Donc ça passe par des coopérations, ça passe par un travail avec les pays d'origine pour voir comment on peut éviter les départs. Je rappelle que tout ça qui nous affole, là, le 1 million de migrants qui débarquent, c'est rien par rapport à ce qu'on va connaître dans 10, 15, 20 ans avec les migrations climatiques. C'est-à-dire que c'est rien. 150 millions de personnes vont se déplacer dans les 25 prochaines années. C'est pas long, c'est une génération. Donc, si vous voulez, commencer à réfléchir à la question de comment on organise, comment on aide les gens à rester sur place et comment on organise les gens pour qu'ils viennent, ils puissent repartir. Charles Pasqua le disait déjà dans les années 80. Ah bah alors. Et il le faisait déjà, d'ailleurs. En tout cas, il n'a rien réglé. Il n'a rien réglé. Mais si vous voulez, voilà, tout ce qu'on vit là au niveau de la question de la migration des migrants va être une question centrale dans les décennies à venir. Et ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va connaître. C'est-à-dire c'est x10, x100 ce qu'on va connaître de notre vivant dans les décennies à venir. Donc il faut commencer à penser notre capacité d'accueil différente. Voilà. Jacques Attali disait, c'était intéressant, il disait les pays qui ont leur capitale dans qui sont des villes qui ne sont pas des villes portuaires, ont des politiques de repli, de durcissement. Et quand il y a des capitales dans les villes portuaires, il y a une capacité d'accueil voilà, qui est beaucoup plus souple. C'est pas toujours très fluide non plus quand on voit ce qui se passe à Marseille. Non, je ne dis pas la ville, je dis quand un pays pas place sa capitale dans un port, ça change l'état d'esprit de rapport aux migrants. Particulier. Et là, il faut fondamentalement qu'on change ce rapport d'état d'esprit, parce que ce n'est pas le tout d'avoir peur, c'est que voilà, ça arrive quoi qu'il arrive, ça rentre de toute façon quand les gens fuient, et quand ils seront inondés et qu'il y a des pays entiers qui seront sous l'eau, de toute façon, ils viendront là où c'est sec. Le dernier mot. Commençons à nous organiser dans cet esprit. Merci. Le dernier mot. La Floride, les Floridiens vont arriver en Europe. Au Mexique peut-être. Le dernier mot revient aux internautes. One Shot qui nous dit c'est une réformette, rien pour endiguer vraiment l'immigration. Le même ajoute, les Républicains étaient contre le droit du sol, ils veulent maintenant uniquement le modifier. Ils tournent en rond. Isométrique dit le droit du sol doit être aboli, ça n'est pas tenable. Effectivement, ça n'est évidemment pas dans la loi. Elias pense que l'immigration est un besoin pour faire perdurer le système libéral. Et Albert, Albert se dit aussi pour le droit du sang, comme d'autres internautes. Là, il n'est peut-être pas pour le complètement France Insoumise. Et puis, Isométrique vous demande, Arnaud Champremier-Trigano, si vous avez déjà entendu parler de frontières. Oui.
Oui, la réponse est oui, cher internaute. Si vous me permettez juste un mot sur cette Très loi. vite. Moi, je pense vraiment à ce que disait Jacques Bainville du traité de Versailles, trop mou dans ce qu'il avait de dur et trop dur dans ce qu'il avait de mou. Et je pense que cette loi est exactement comme ça. C'est-à-dire dans les assouplissements, ça ne me semble pas aller assez loin pour qu'on puisse dire que c'est vraiment assoupli. Et dans le durcissement, encore une fois, c'est une histoire de délai, c'est évidemment pas assez dur. Ce que disait Judith tout à l'heure, c'est évident que le seul moyen pour que des pays finissent par accepter de récupérer des nationaux s'ils sont expulsables, c'est de leur couper leur aide au développement. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire à partir du moment où on continue à aider les gens à se développer, mais qu'on accepte qu'ils refusent de récupérer des nationaux qui sont expulsables, c'est totalement incohérent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas, dans le durcissement, c'est pas assez dur, et dans l'assouplissement, c'est pas assez souple, il me semble. Il nous reste quelques minutes pour répondre à cette question simple. Est-ce que vous regrettez, si ce n'est François Fillon, parce qu'il est toujours avec nous grâce au ciel, la défaite de François Fillon, c'était il y a un an tout juste, au premier tour de l'élection présidentielle? Bruno Jambard. C'est une question. On est content de pas commencer. C'est compliqué. Je dirais. Non, mais. Est-ce que vous pensez que c'est regrettable? Alors on va pour les Républicains ou pour la France? Non, mais je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un changement de la vie politique, on ne sait pas où elle va aller dans les années qui viennent encore, qui n'aurait pas eu lieu s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à François Fillon et si donc il avait été élu président de la République. On n'aurait pas eu un bouleversement avec l'émergence de ce nouveau parti qui est la République En Marche, qui aujourd'hui domine la vie politique, avec un nouveau paysage politique, avec des oppositions qui sont multiples et fracturées et dont on ne voit pas aujourd'hui comment elles arriveraient à se regrouper pour faire face pour le moment à Emmanuel Macron. Tout ça ne serait pas arrivé si le destin de François Fillon avait été resté, je dirais, relativement linéaire et l'avait conduit à l'Élysée. Donc, en tout cas, en termes de changement de mouvement et d'intérêt et de suspense, j'ai envie de dire de ce point de vue-là, non. Ouais. Ça, c'est pour le changement de la vie politique. Et pour les réformes, Judith Ventraume, parfois les gens disent François Fillon n'aurait pas pu réformer autant que Macron parce qu'il aurait eu plus d'opposition face à lui. On n'en sait rien. Donc la question n'a pas de sens. Never complain, never regret. Désolé, j'essaierai d'en poser une plus intelligente la prochaine fois. Je n'ai pas dit qu'elle était bonne, je dis juste qu'elle était rare. Alors je passe à Jean-Christophe Buisson. Est-ce que vous osez, est-ce qu'il faut regretter la défaite de François Fillon? Alors il y en a qui ne le regrettent pas, c'est les chrétiens d'Orient, parce qu'ils s'investissent énormément pour les chrétiens d'Orient, donc au moins ils ont gagné un porte-parole pour leur cause qui est quand même effroyable. Leur situation est effroyable dans le Proche et le Moyen-Orient, et François Fillon s'investit énormément là-dedans, donc c'est des bonnes nouvelles. Il y en a au moins qui sont contents de son échec, ce sont les chrétiens d'Orient. Pour le reste, moi j'aurais plutôt tendance effectivement à penser qu'il aurait eu une fronde beaucoup plus importante pour faire passer des réformes, parce que Macron y est arrivé, parce qu'il avait ce masque, ce visage qu'il renvoyait de quelqu'un qui était plutôt de gauche, puisqu'il avait fait partie d'un gouvernement plutôt de gauche, qui était celui de Manuel Valls, sous François Hollande, et qu'il allait très très vite dans le projet de réforme, et qu'on ne l'a pas vu venir pour aller vite. Enfin, une partie de la gauche ne l'a pas vu venir, et maintenant elle est bien embarrassée. Donc la tentative de mouvement social, je pense, est une réponse à cette rapidité d'exécution d'Emmanuel Macron. Et je pense que François Fillon, compte tenu de son histoire personnelle, de son historique, de son passé, je ne suis pas sûr qu'il serait allé aussi vite que Emmanuel Macron dans ce train de réforme, pour des raisons, encore une fois, qui tiennent à la fois à sa personnalité et à la situation incandescente qu'est la France de 2018. Et vous, Arnaud Champremier Trigano, est-ce que vous regrettez François Fillon? Alors, est-ce que c'est regrettable pour les Républicains déjà? Oui, je le pense, parce que vraiment, là, tout est à reconstruire et c'est compliqué pour eux. Est-ce que moi, je regrette que François Fillon soit président? Non, ça c'est sûr. Ce n'est pas du tout ma famille politique. Et je pense par ailleurs, comme ça vient d'être dit, que c'était une personnalité clivante et qu'on en a un certain nombre dans la classe politique, de droite comme de gauche, qui sont des personnalités qui créent de la tension. Qui crée presque de l'hystérie, qui crée de la violence. Est-ce que vous mettez un signe égal entre Macron et Fillon en matière de politique économique? Alors, je ne finis pas ce que je disais, mais je passe donc à votre question. Pardon, c'est parce que non, mais c'est votre propos. En matière économique, oui, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Une fois que quelqu'un répond à ma question, j'en profite. Vous en posez d'autres. Voilà. Donc c'est assez. Oui, c'est une politique libérale. Pour moi, il y a peu de différence entre les deux. On ferme la parenthèse et vous continuez votre propos. Donc je pense que voilà, on avait aussi, et ça a été sûrement une des mécaniques du choix Macron,
besoin d'apaiser un peu les choses. Et on avait des personnalités, on sortait de Manuel Valls, qui est une personnalité très urticaire. Vous mettez Mélenchon dans Oui, je mets Mélenchon dedans. Je mets Le Pen, je mets Fillon, je mets Wauquiez, voilà, je mets Sarkozy. Donc il y a des personnalités qui ont clivé, qui ont créé de la tension et d'autres qui apaisent un peu. C'était surtout le seul candidat optimiste. Et donc voilà, il y avait besoin de quelque chose comme ça et on n'aurait pas eu effectivement la possibilité d'apaisement et donc de consensus avec François Fillon. En revanche, je suis assez heureux de la chute de Fillon parce qu'elle marque, avec celle de l'effondrement du PS, la fin de deux grands partis qui dessinaient la classe politique, qui permettent une recomposition que j'appelle de mes voeux, une recomposition de droite et de gauche, de part et d'autre, mais qui va se faire non plus avec des forces tellement centrales que rien ne pouvait se faire vraiment de neuf sans eux. Merci à tous les quatre. On termine par le vote sur Twitter. On vous a posé la question, à vous aussi, un an après, regrettez-vous la défaite de François Fillon? La réponse n'est pas précisément oui, puisque c'est non à presque non. 2/3. Voilà. Et puis, on termine par une question extrêmement pertinente, même si on n'a pas le temps d'y répondre tout à l'heure, ce soir plus exactement, tout de suite. C'est Sophia qui nous dit: où en est l'enquête judiciaire du parquet national financier qui était si urgente il y a un an? Excellente question, chère Sophia. Je suis sûr que François Fillon se la pose aussi. Merci beaucoup à tous les quatre. Point de vue revient demain, bien sûr, à la même heure, au même endroit. Bonne soirée à tous.